Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Med Pharma Podcast TV. Aujourd'hui, c'est un épisode très spécial pour moi. Michel Labonté, en exclusivité à Med Pharma. Merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité, les gars. C'est gentil de votre part, c'est bien. Vraiment, c'est un honneur aujourd'hui. Je pense que je peux parler pour toute la famille Med Pharma de vous avoir à la maison aujourd'hui. Vraiment, merci encore une fois. Je sais même pas par où commencer dans cet épisode-là parce qu'il y a tellement de choses à parler. Commençons par le commencement, j'imagine, si ça vous va. Ben oui, vas-y, je t'écoute. Hochelaga, on commence avec ça directement. Écoute bien, ce qui est bon dans Hochelaga, non, mais c'est vrai que c'est bon. Il y a bien du monde qui dit « Ah, t'es un bon président d'Hochelaga. Ben c'est vrai qu'on est bizarre. Ouais. On vient pas de Westmount. C'est vrai. Puis quand on vieillit, tout le monde a laissé qu'on n'est pas de Westmount. On n'est pas les enfants papa ni les enfants maman. On est nous autres. Ouais. On est nous autres. Tu sais, Hochelaga Maisonneuve, c'était surtout à l'époque, comme j'ai écrit un livre qui s'appelle Une vie un clan. Moi, j'ai eu ma Med Pharma a eu sa copie. Puis j'ai eu ma copie aussi personnellement. Juste à dire que je suis très fier aujourd'hui. Mais dans le livre, c'est ma biographie, c'est sûr, c'est ma vie. Mais quand tu regardes, tu lis le livre, tu vois comment est-ce que c'était la vie à l'époque dans les sections noires à Montréal. Tu sais, Saint-Henri, Pointe-Saint-Charles, Montréal-Nord, Hochelaga Maisonneuve, c'était des petites villes à eux autres. Ouais. C'était dur, c'était rough. Il fallait que tu sois tough si tu allais survivre à la vie. Il y a bien du monde qui dit « Ouais, mais pas tout le monde était comme vous autres. » C'est vrai, pas tout le monde était comme nous, comme moi, par exemple. Mais eux autres, ils faisaient leur petite vie tranquille, puis ils se faisaient bardasser, puis ils disaient pas un mot, puis ils allaient pas oser aller là, ils allaient pas là, parce que c'était rough, puis qu'il y avait quelqu'un qui était pour les bardasser. Ouais. Mais moi, j'étais pas comme ça. Est-ce que venir de Schlag, ça l'a... J'imagine que oui, mais le fait d'être tough, puis tout ça l'a joué un fait dans le début en boxe, ou bien c'est comment? Le fait que... Vraiment, moi, j'ai un instinct protecteur. Ouais. On est une famille de 9 enfants. Je suis le deuxième des 9 enfants. Et puis, mes parents en adoptaient tout. Ma mère en adoptait tout en plus, donc on est 12. Puis, j'ai un instinct protecteur. Je dois tout protéger mes petits frères et mes petites sœurs. Ouais. C'était pareil dans la vie. À l'école, c'est pareil, je protégeais j'étais gros comme une échalote. Puis, je protégeais tout le monde. Je me battais pour tout le monde, je protégeais tout le monde. Déjà à l'école, dans le fond, jeune. Ça commençait à l'école. Ça va avec les points. Ou à l'école primaire. Ouais. À l'école primaire, même, j'ai expliqué à un moment donné, j'avais 13 ans. Puis, moi, notre école, c'était des frères. C'est la dernière école catholique enseignée par des frères qu'il y a eu au Québec. Okay. À l'école Adélard-Langevin. Adélard. Puis il y avait un gars Serge Bradette, un gars tough, là. Mais à cette époque-là, c'est pas comme aujourd'hui. Tu redoublais, tu fallait que tu commences. OK. T'allais pas à l'école l'été, tout ça? Non, t'as plus le droit de redoubler, là, parce que tu fais sentir le petit gars mal à l'aise. C'est un sans dessin, tu veux le garder sans dessin. C'était une autre époque. C'est ça, aujourd'hui. Puis à mon temps, tu redoublais. Fait que quand moi, j'ai jamais redoublé, j'arrivais à 6e, par 7e année, les gars qui avaient redoublé 2 puis 3 fois, là, il y avait 3 ans plus tôt. Moi, j'avais 13 ans, il y avait 15 puis 16 ans. C'est deux mondes complètement différents. Il y en avait Serge Bradette qui m'avait... Je m'étais battu avec parce qu'il était tough, puis il écœurait tout le monde. Il m'avait planté. Mais il m'avait planté d'aplomb. Puis, après ça, partout où je le voyais, je sautais dessus. Dans le même mois là, de m'avoir planté 5-6 fois, enfin, je te jure, il se sauvait parce qu'il avait... Il était tanné, Mais c'est là que j'ai décidé d'aller faire de la boxe. OK. Puis je trouvais pas de gymnase de boxe. Puis il y avait un gymnase de karaté qui s'appelait La Caserne, du coin de Chambly au Hochelaga. Ouais. Je me suis inscrit là, j'ai commencé à faire des arts martiaux à 15 ans. OK. Les arts martiaux. Les arts martiaux. Seulement, j'ai commencé avec Denis Langlois. Qui, par après, Denis Langlois est devenu le second en moralité pour la police de Montréal. Fait que mon histoire a commencé comme ça. Fait que t'as rentré dans les arts martiaux, j'imagine quelques compétitions, t'as fait ça au début, hein, ou bien ben, vois-tu, là, on va t'expliquer comment ça a marché. Moi, je suis arrivé là la première année, puis il y avait des amis que je connaissais qui faisaient des arts martiaux à Kazan. Ils étaient tous plus haut que moi, ceinture verte, ceinture brune, l'autre ceinture orange, puis ça me fatiguait un peu. Ouais. Fait que la deuxième année, je suis pas allé avec eux autres, je suis allé m'entraîner avec un autre gars que je connaissais. Puis lui, il donnait des cours dans le sous-sol d'église à Saint-Anselme et Saint-Eusèbe. J'ai fait 1 an avec eux autres. Ça, je suis revenu à Kazan. Quand je suis revenu à Kazan, j'étais plus le même gars. J'avais 1 an d'entraînement. Tout ceux qui pensaient qu'il était bon, là, ils pensaient qu'il était bon. Ils faisaient juste penser qu'il était bon. J'ai tout brassé. Là, j'ai passé ma ceinture verte. À ma ceinture verte,
il y avait un tournoi, parce qu'on avait des affiches, puis on faisait un tournoi par mois. Partout au Québec, en Ontario, dans les Maritimes. Puis il y avait le US Open à New York, au Madison Square Garden. Mais il n'y a personne de l'école qui allait. Ouais. Fait que j'avais pas de livre pour y aller. Mais moi, à cette époque-là, je travaillais dans mon temps étudiant à Monticello, New York, dans l'industrie des chevaux de course, à l'âge de 13 ans. 109, 110, 111, 112, j'ai travaillé à Monticello, New York, des chevaux de course. Et puis, je savais comment faire. Fait que j'ai parti pour New York sur le pouce. Tout seul, à 15 ans, avec 26$ dans les poches. T'es arrivé aux lignes, monte ton baptistère. Ouais. OK. Alors, fais du push jusqu'à New York. Je suis rendu à Madison Garden. J'ai dormi dans le parc à côté. Le lendemain matin, je me suis inscrit au tournoi. Puis là, ils ne voulaient pas accepter mon inscription parce qu'il n'y avait pas de junior, juste des seniors. Moi, j'avais 15 ans. OK, t'avais Fait que plus finalement, jeune je que me tout le suis monde. fait accepter comme junior dans le senior. Je me suis inscrit comme senior. Écoute, je suis même pas sûr si c'est 14, 15 ou 16 combats dans la journée, mais j'ai gagné la première place. T'as fait 14. Dans la même journée. 14 combats? Dans la même journée. Wow. Dans la même Quoi, journée. ce tournoi-là, man? Tu commences le matin à 9h, puis tu finis vers 9-10h le soir. Oh, ouais. Puis j'ai gagné médaille d'or. Puis c'est là que j'ai rencontré ça a pour la parti. première fois Chuck Norris. C'est vrai, ça? Ah ouais? Dans ça, Lui, là, c'était pas le Chuck Norris Ouais, non, qu'on c'est a ça. connu après à 73, après les vues de Bruce Lee, là. Puis il était là, puis il était venu me voir, il m'avait donné la main, puis il m'avait dit It's the first time, c'est la première fois que je vois un junior gagner dans les seniors. Il dit Well, get used to it. Let's go. Michel Labonté, un jeune cocky. À 15 ans. savait déjà. À 15 ans. Là, j'ai gagné un trophée qui était plus haut que moi. J'ai été obligé de le laisser là parce que fallait que je revienne, je ne savais pas comment revenir. Ouais, c'est ça. Mais finalement, je suis revenu avec des élèves de Chong Li qui étaient là au OK. tournoi, puis ils m'ont ramené. Wow. Mais j'ai laissé mon trophée là-bas. Ah ouais? Si, le trophée est encore là-bas. Il est encore là-bas. Dans le parc. Dans le parc, sur le bord du banc, si, il est encore là. Michel was here. Fait que c'est ça l'histoire Fait que de mon début. Ouais. En 72, j'ai pris une année sabbatique parce que j'ai décidé de jouer au hockey. C'est vrai, ça? Ouais, moi, j'avais jamais joué au hockey de ma vie. Jamais patiné, jamais joué au hockey de ma vie. J'ai joué en 72. Je me suis inscrit, j'ai fait le midget A. Puis j'ai fait l'équipe, le jeune sportif de Chalaga. Puis l'autre, c'était les aigles sportifs de l'Est. OK. Puis dans la même année, j'ai été pêché par le 2A. Wow. Puis Junior A de Trois-Rivières m'avait envoyé une lettre invitation. d'invitation, mais je suis pas allé. OK. Je suis pas allé, je savais pas jouer au hockey, je me battais. Ah, ça, c'est dans le temps, en plus, c'est ça. Ah, si, c'est bon, ça. C'est les patins. Puis en plus, on est arrivé là. Moi, j'avais 17 ans le 1er septembre. Fait que ça, c'est en mode de... J'avais pas le droit de jouer Ouais, à junior. Il je comprends. fallait que ce soit le 1er octobre. Ouais, J'ai ouais, 17 ouais. ans, Fait que j'ai été joué avec un baptistère de Wow. Mais quand que le 2A m'a recruté, ils ont pris les baptistères, ils ont checké, puis ça marchait pas. Là, ça marchait pas, hein? Ils m'ont poussé dehors. Ah ouais. C'est bon, man. Des cadres Pour vrai, tu sais, je m'entraînais comme un malade, j'étais ceinture brune. Ouais, c'est ça. Je commençais à Ça va boxer, bien. là, tout. Ouais. Là, les petits coups de 14-15 ans, j'étais Ben, gars devant moi. Ah, non, C'est fini, là. t'es sérieux? Toi, tu savais déjà qu'est-ce que tu faisais, là. Fait qu'une année sabbatique de combat pour jouer au hockey. Pour jouer au hockey. Puis vu que après ça, je suis retourné en taekwondo. Puis éventuellement, c'est ça, j'ai gagné ma ceinture. J'ai passé ma ceinture en 1976 à l'école de Maître Chong Li. Et puis, à cette époque-là, tous les styles de karaté, puis de taekwondo, c'était tout mélangé. T'avais Kenpo, Shorin-ryu, tous les styles, tout mélangé, puis on se battait. C'était des compétitions tous les mois, puis il y avait un système de points. OK. Tu battais, tu courais un point, arrêtais, Ouais, ça donnais le arrête. point, c'est ça. Je comprends. Puis en 77, le taekwondo s'est séparé des arts Des martiaux. autres. Fait qu'il est devenu Il est devenu taekwondo. juste taekwondo. Je comprends. En 78, j'ai gagné le premier championnat canadien. Après ça, j'ai gagné en 79, en 80, 82, 84. Quand même, hein? Quand même, hein? Pa, pa, pa. Puis en 86, j'allais gagner, mais on avait un tournoi qui était à Edmonton. Puis on est descendu, puis je me battais Milo. Et puis là, rendu là-bas, Maître Lee dit Michel, on n'a pas personne dans les poids lourds, il faudrait que tu te battes poids lourds. Mais il faut que je fasse le poids. Ouais.
Ça a été sa balance, je faisais pas de poids. J'ai mangé une banane, un orange, puis une pinte de lait, je faisais pas de poids. Là, on était dans un grand centre d'achat, j'ai pris des roches d'un aquarium, je les ai mis dans mes poches. j'ai été à Pékin, j'ai fait 183 livres. Il fallait que tu fasses 182,9. Fait que j'ai été accepté dans les poids lourds. Oh mon Dieu, wow. Puis, Wow. ça a bien été. J'ai gagné mes 2 premiers combats par knockout. J'ai eu un bail au 3e combat. Puis au 4e combat, le gars a refusé de se battre. Ils nous ont appelé dans l'arène, le gars s'est levé dans l'arène, il a mis un genou dans la terre, il a tourné sa chaise, puis je me bats pas. Pourquoi, je ne sais pas. Là. Ah ouais. Je sais pas. Ouais, Fait que j'ai tombé en finale. Il se sentait pas prêt. Fait que je suis tombé en finale. Il savait qu'est-ce qui allait arriver. Je suis pas prêt à manger une volée. Je suis pas prêt à manger une encore. J'étais entraîneur, mais aussi compétiteur. OK. Ça fait qu'à un moment donné, j'étais assis après faire mon combat, puis il y a un gars qui est moi qui s'appelle Ferrer Clairvaux, un excellent compétiteur. Il a gagné 2 fois la médaille d'argent au championnat du monde. Un gars de l'école Charlie. Puis il dit, Chief, je me bats dans le court numéro 5 ou 6. J'ai dit, vas-y, dis-leur qu'attendre que j'ai fini mon combat pour m'aller dans le rond-point. Et là, il vient, il dit, non, ils m'ont disqualifié. J'ai fait mon combat, je m'en vais le voir là-bas. Puis j'étais un petit peu trop fait. Ça fait que là, on était tous ensemble, on s'assinait, puis là, le gars, il disait, non, c'est la fédération. OK, c'est la fédération. Je dis, dis-moi, pourquoi vous l'avez disqualifié? Ouais. Je ne peux pas disqualifier un gars de même, parce que pour rien. Un dans l'autre, j'ai pris les gars, je les ai assis dans toutes les arènes, j'ai arrêté la compétition. Là, j'ai dit, là, vous allez vous entendre avec moi. Là, il y a un Américain qui était là. L'Américain, il est venu vers nous autres, il a dit, look, I'm American. So tell me what's the problem, and I'll tell you what you should do. The American, yeah, this is a Canadian champion, so get the fuck out of here. Là, il me dit, écoute bien, young man. Oh, ça m'a choix, il est tombé sur Ah ouais. Là, il s'est battu. Là, les jours, on casse tout, on a tout cassé. Tout cassé dans la place. Puis là, ils ont poussé dehors, puis moi, ils m'ont suspendu à vie. Mais c'est la 2e fois qu'ils m'ont suspendu à vie. Ah ouais? J'avais une bonne avocat, Claude Archambault. La première fois qu'ils m'ont suspendu à vie, j'ai actionné de 100 000. La deuxième fois, ils ont actionné aussi de 100 000, ils m'ont réintégré. Ah ouais, hein? Bon, man. Les 2 fois, ils m'ont réintégré après que j'ai actionné 100 000. Ah ouais. C'est pareil, hein? Ça, c'est mon histoire, Ouais. que j'allais pas avoir une sixième championnat, ça n'aurait pas été là de ça. Ah ouais, mais c'est top, c'est pareil. Puis là, après ça, dans le fond, il y a eu la boxe aussi, j'imagine. C'est après. La boxe, c'est, j'ai commencé à boxer en 1977. Ça, après, j'ai passé ma ceinture noire au gymnase du Rouen. Et puis, j'étais bon. J'ai mon talent parce qu'en 79, j'étais au championnat du monde. Quand je suis revenu, j'ai commencé à boxer comme il faut. Puis là, je servais dans un partenariat d'entraînement à des gars comme Manu Cusson, Dino Clavet, Jean-Claude Leclerc. Les 3 frères Hilton m'appelaient, j'allais mettre les gants avec eux autres. Ross Amber, qui avait autisme par Howard Grant, il m'appelait, il me disait, Michel, il faudrait que tu viennes mettre les gants, j'ai besoin de toi mettre les gants avec Howard Grant. Chris, avec autisme, il était champion du monde, lui, autisme. Il dit, j'ai pas personne de fort dans le gymnase pour le pousser, pour le bardasser, pour le faire travailler. Il m'appelait, j'allais mettre les gants avec Howard Grant. J'allais mettre les gants avec 3 champions du monde. Dans le fond, j'imagine que c'est comme ça que ça a commencé la boxe. Mais pourquoi, qu'est-ce qui a fait que tu as passé comme du taekwondo à la boxe, genre? La raison pour laquelle j'ai fait les deux, c'est quand ça a changé du karaté au taekwondo, là, on va à 3 rondes, 2 minutes. Là, je voulais apprendre à bouger. À un moment donné, un des meilleurs combattants de l'histoire, un des meilleurs au monde, c'est Daniel Duché. Daniel Duché, c'est un gars que je voyais grand. Que je voyais, c'était comme un modèle. À un moment donné, on était assis avec Daniel. Daniel, il dit ouais, mais il dit des fois, là, je me demande, parce que lui, il s'était fait battre par Bill Wallace. OK. À un moment donné, je me demande si c'est mieux la technique ou si la force brute, c'est pas meilleur la force brute que la technique. Puis quand il m'a dit ça, j'ai dit, moi, j'étais un gars fort. J'étais un gars fort, puis je frappe fort. Ouais. Fait que j'ai décidé de mélanger les deux. C'est là que j'ai commencé à aller boxer. Apprendre à bouger dans l'arène, à tourner en rond, me servir de mes deux mains quand on est proche. Disons, on se battait avec un plastron. Puis quand on était proche, je frappais les épaules. Puis quand je frappais sur les épaules, je voyais dans les visages que je la faisais mal. Ouais. Ça le fait de combat, par les épaules. Ça le fait des combats. Ça, c'était une époque où en karaté, en taekwondo, le monde n'était pas habitué de se faire mal.
Parce que c'est un système de points. Quand t'arrivais là, c'est du continuité, puis t'étais pas habitué de se faire mal. C'est un différent combat, je comprends. Ouais. Fait que t'as passé à la boxe dans le fond. Puis là, c'est pour ça que j'ai commencé de la boxe. Ouais. Puis là, j'étais pas pris parce que je faisais des games tout le monde. Là, ils m'ont demandé de faire des combats amateurs. Ouais. J'ai dit OK. Là, ils m'ont fait battre contre un gars dont j'oublie son nom. Il avait gagné les Golden Gloves. OK. Encore mon premier combat, j'ai eu à deuxième round. Après ça, ils ont fait un gars Blanchette. OK. Et lui avait gagné les gants dorés, les champions du Québec. Lui, j'ai perdu à troisième round, mais j'aurais pas dû perdre parce que je me suis reculé, mais c'était à côté des cartes. L'arbitre a dit faut qu'on arrête, il est fatigué. Ah, l'arbitre. Mais la boxe amateur, c'est ça. Je savais pas que t'avais pas le droit de t'accoter ces Je cartes. comprends. De l'apprentissage. Ah ouais, man. Fait que là, Pardon. quand est-ce qu'il est venu? Est-ce que avec le taekwondo, t'avais voyagé déjà beaucoup? Avec le taekwondo, je me suis battu partout. Je me suis battu en Espagne, en Angleterre, en Allemagne. Représenter le Canada, en champion Hollande, partout. Au Danemark. Ouais. Avec la boxe, j'ai. Non. Dans le fond, la boxe, c'était plus genre. C'était ici, en fait. C'est juste ici. Ouais. Ici, ainsi que le kickboxing. Le kickboxing, j'ai commencé, ça allait bien, mais j'avais des problèmes avec mon employeur qui était aussi mon O'Keefe à l'époque. Ouais, c'est ça. J'aimerais ça rentrer là-dedans Eux aussi. autres, ouais. ils voulaient me faire signer un papier comme quoi que quand je me battais, il n'était pas responsable de. Si je tombais en accident de travail ou en accident extérieur, il n'était pas responsable de mon salaire. Puis j'ai pas voulu signer parce que j'ai arrêté le kickboxing. Fait que toi, dans le fond, en faisant tous les combats pis tout ça, tu travaillais aussi, c'était pas en mode genre. Oui, là, pour vrai. Là. J'ai commencé à travailler, j'avais 10 ans. Ça, le imprimerie, Parce me que donnait 5 t'étais piastres par jour. un des plus vieux d'une si grosse famille aussi, t'avais pas le Ouais, choix. j'avais pas le choix, j'avais pas le choix. À 11 ans, j'ai dit, je ne demanderai jamais rien à ma mère. Parce qu'elle m'avait refusé de m'acheter une paire de souliers. Elle n'avait pas d'argent. Et je ne demanderai plus jamais rien à ma mère. J'ai commencé à travailler quand même ma vie. Moi, j'ai travaillé 38 ans à Brasserie Molson, O'Keefe Molson. Pendant que je suis allé les chevaux dans le temps là, j'ai tout le temps été dans l'industrie des chevaux de course. Depuis 1969 jusqu'en 2004, j'ai été dans l'industrie des chevaux de course, j'ai eu des chevaux de course. J'ai été directeur de l'association Division Propriétaire, j'ai été secrétaire trésorier de l'association Troyande. Puis ça, c'est une association, on avait 15 000 membres. C'est gros, c'est gros. C'est de l'association où chaque hippodrome dans la province de Québec, pour pouvoir présenter une carte de course ou vendre une bière, on doit déjà avoir un contrat avec eux autres. Je comprends. J'ai été de 69 en 2004 avec eux autres. Je me suis entraîné toute ma vie. J'ai travaillé dans les bars toute ma vie, puis j'ai eu des bars. J'ai une vie mouvementée. Je fermais mon club L'Enjeu sur le Saint-Denis. J'embarquais dans mon char à 4 h du matin, je m'allais dans le parking de mon d'O'Keefe, je me couchais là, moi. Il venait me réveiller à 7 h pour aller commencer le chiffre. Un travaillant, c'est fou ça. Ouais, c'était fou, c'était vraiment fou. Ouais, en mode genre tout plein d'affaires. Puis il y a un chapitre du livre qui est genre, moi ça m'a juste frappé, là, le nom du chapitre. Là. C'est. Attends, mais là j'arrive, écoute. Là. Parce que dans le fond, comme tu faisais tout, tu vois. Mais la période bête de sexe, bête de combat, bière, coke et balle avec un ami marié nommé Mario Cusson, là, j'aimerais ça que tu sais, cette période de vie-là, en fait, là, genre. Bête de coke, bête de ci, parce qu'à un moment donné, j'ai été. Je travaillais dans les bars, puis j'ai eu des bars. C'est moi qui avais l'Arnaque 2. C'était l'Arnaque 2, c'est sur. Ouais, c'était à moi, c'est ça. C'était sur Jory puis la Calvaire. C'était le club qui marchait le plus en ville. Puis. Toutes les filles, là, toutes, là. Puis pour vrai, là, à cette époque-là, c'était une époque différente d'aujourd'hui. Moi, là, j'allais au Super Sex, j'allais chez Wanda, j'allais chez Paris. Là, je disais aux filles, comme jeudi prochain, à 9h, faut que tu sois à mon club, je vais te donner un cadeau. Je vais te donner un demi. Ouais. Cadeau. Mais là, quand j'ouvrais à 10h, là, il y avait 40 filles dans le club. Ça m'a cherché, il y avait 200 gars qui étaient là. Back then, hein? T'as vu comment ça c'était pas? Alors, c'est ça. Puis, évidemment, ben, moi, avec, j'ai tombé là-dedans. Puis, à un moment donné, j'étais bien gros là-dedans. Puis, c'est que c'était fou parce que je manquais pas de ressources. Là, on parle des années 83, 84, 85, je faisais 5, 6, 7 000 par semaine. Là. Avec le bob, tout ça. Pas de ressources. Ça, c'est grave, tu ne manques pas de ressources là-dedans. Des fois, je fais 3, 4, 5 jours sans dormir. Pas des jokes. C'est quelque chose, hein? Qu'est-ce qui t'a fait réaliser que genre. À un moment donné, je savais que c'était pas normal. Ouais. Puis là, moi, j'ai eu un enfant.
en 1974. OK. Puis en 76, la mère de l'enfant, c'est une grosse histoire. Mes sœurs se tenaient avec une fille qui était en 5e année, puis elle n'allait pas à l'école. Puis, un dans l'autre, ma mère l'a adopté. OK. Il n'y avait plus de place, plus de chambre de libre. Fait que moi, je coupe ma chambre en deux pour faire une chambre pour elle. Et là, à cette époque-là, elle avait 14 ans, ou 13 ans, ou 12 ans, whatever. Et là, elle avait 16, 17 ans. Ouais. Et je passais par sa chambre, elle était dans ma chambre. C'est pas ma soeur, là. Puis je m'enfargeais, je tombais dans son lit. Je m'enfargeais, je suis tombé dans son lit. J'ai eu mon premier fils de même. Ah ouais. Ouais. Je comprends. Puis là, ma mère, elle paniquait parce qu'elle disait oui, c'est ta soeur. C'est pas ma soeur, c'est la fille de bois de Non, mais c'est vrai. Ouais, non, c'est vrai. Techniquement, non. J'ai eu mon premier fils avec elle. Mais en 76, elle s'est sauvée avec mon fils. Elle est allée rejoindre sa mère à Sarnia, en Ontario. Puis nous autres, on est allés à Sarnia pour la trouver, puis elle était rendue à Winnipeg. Là, on a essayé de communiquer avec de Winnipeg, elle était rendue à une autre place. Elle était rejoindre sa mère sortait avec un gars qui faisait des shutdowns des raffineries. OK. Et je l'ai perdu de vue complètement. Puis elle est revenue à Montréal quand le petit avait 9 ans. Mais là, le petit, là, on avait un restaurant dépanneur au coin de Tizédé, fait qu'il venait souvent au restaurant dépanneur, puis ses oncles, qui étaient mes chums, mais dans la tête, on parlait avec. Je savais que c'était mon gars, mais je ne savais pas comment il dire. Lui, sa mère, il a dit que son père était mort d'un accident d'automobile quand il était bien jeune. Fait qu'il pensait qu'il n'avait pas de père. Carrément. Ah non, sa mère, Pas correct, c'est moi, je la misère avec ça un peu, là. Ils savent pas comment réagir. Hein? Ils savent pas comment en même temps réagir. puis là, Un ils dans le l'autre, donnent à un moment pas, donné, à l'âge de 10 ans, il m'appelle et il me dit mon oncle Serge me dit que c'était toi mon père, c'est vrai? Là, oui, c'est vrai. Fait qu'il dit viens me chercher, on dit parler. Donc, j'ai été chercher. On s'est promené en char pendant 1 heure de temps. Ça va pas dire. Ça va pas dire. Fait que là, finalement, j'ai dit si tu veux venir rester avec nous autres, tu peux. Tu peux aller rester avec ma soeur Lynn, tu peux aller rester avec ma mère, mais tu peux pas venir rester chez nous. Tu peux pas rester chez nous. Je reste tout seul. J'ai des clubs, je m'entraîne, je travaille à Montigny, je suis jamais là. Fait qu'il a décidé de rester chez mes parents jusqu'à l'âge de 14 ans. Ma mère a eu un cancer du sein, puis là, j'ai pris le petit. Mais, c'était pas un bon père. Je savais pas c'était quoi le père. Il avait 15 ans, j'avais à 3 heures du matin, 3 filles, j'en ai envoyé une dans sa chambre. Ça m'aurait pas dérangé des fois. Mais je comprends. Ouais. Non, mais je comprends. Ouais. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. C'est pas normal, là. Ouais. C'est moi, je trouvais ça correct, je trouvais ça cool. Ouais. C'est pas normal, là. Chris, sinon, c'est... Alors, Non, ouais. Mais non. C'est sûr. Puis là, aujourd'hui, as-tu une bonne relation avec lui ou c'est comment? Il est décédé. Ah, je suis désolé. Ouais. Après ça, ben, on s'est continué, puis à un moment donné, en 2017, il a laissé sa blonde, puis il a vraiment fucké tête, puis à un moment donné, un matin, on était au camping, puis j'étais à son chum, il dit qu'est-ce que Steve? Il dit, il est parti manger au restaurant, il dit, puis on m'a rejoint à ma roulotte après. Puis il est rentré en courant, il dit, Steve s'est pendu, Steve s'est pendu, Steve s'est pendu. Je suis désolé. Ouais. c'est sympathique. C'est sympathique. Moi, mon frère, puis son chum. Désolé. Il avait 32 ans. 32 ans. J'ai un ami aussi qui s'est suicidé l'hiver dernier. Là. C'est chanceux, c'est pas facile. Là. Non, c'est ça. C'est pas Ouais. Ouais. Puis beaucoup des hommes aussi, c'est vraiment des femmes. C'est vraiment des femmes. Surtout des hommes, des sœurs. Ben, c'est pas dur, c'est en suicide 4 à 5 par jour au Ouais. Québec. Ouais. C'est un gros C'est problème. quand même beaucoup, hein. C'est un gros problème en effet. Puis ben, je vais prendre 30 secondes aussi pour parler de ça. Si jamais vous êtes à la maison, vous sentez c'est que ça va pas. Il y a beaucoup d'organismes au Québec, puis aussi Tactica. Puis nous-mêmes, on est impliqués dans un organisme live qui est Intervention Suicide. En fait, on est tous là sur Instagram, sur les Facebook. Intervention Suicide, même téléphone aussi. Vous pouvez appeler, on est là 24/7. Il y a des groupes. Un de mes bons amis, Frédéric Paquette, qui s'occupe de ça. Un gros rappeur aussi qui est là-dessus. Un groupe Tactica aussi qui est là-dedans. Donc, il faut juste se sentir que vous n'êtes pas seul à la maison. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous écouter, pour essayer de vous aider. C'est un sujet très sensible pour moi aussi. J'ai même mon agent aussi de hockey, Christian Blais, qui s'est suicidé, man. C'est juste ça, dans le fond. C'est d'en parler. Faut t'en parler. C'est dur pour un homme, là, de s'ouvrir, puis de genre... de dire ça va pas, je pense. Tu sais, Tu comme... vas quand même mettre ton orgueil de côté. Tu sais, on est là, on sent la main, on est là, ça va, mais c'est un esti de... Il y en a en tabarouette. Moi, à Brossy-Monson, juste à Brossy-Monson, là, il y a 5 ou 6 qui sont suicidés. Ouais, hein. Tout le temps pour la même raison.
La femme l'a laissé. Ouais. C'est comme la goutte qui fait genre. La femme l'a laissé. Mais c'est parce que, faut que tu comprennes, là. Moi, quand j'ai dit que je veux pas faire une vie, parce que, tu regardes, je vais vous expliquer Molson O'Keeffe. Le gars dans le travail à Molson O'Keeffe, moi, j'étais un gars d'O'Keeffe, en 89, on a fusionné avec Molson, je parlais à Molson. Mais pour travailler à O'Keeffe, le gars de ce là c'est une job à vie. Ouais. Fait que là, tu te sens sécurisé. T'as une job à vie, t'as un syndicat, t'as un fonds de pension, t'as une bonne paye, t'as des bonnes conditions de travail, t'as 10 semaines de vacances. Je suis rendu à 8 semaines de vacances, enfin, vous allez. Ça fait, là. C'est bon. Fait que le monde, ils font juste ça. Ils rentrent, ils travaillent à O'Keeffe. Là, tu souper chez eux, ils écoutent les vues que sa femme, ils se lèvent dans le main, ils vont travailler. C'est ça leur vie. C'est ça leur vie. Ouais. Ils n'ont rien d'autre. Puis, la femme t'envoie, elle dit, bon, t'es fini, tu peux plus. Ouais, non, c'est t'es ça. complètement débalancé, Ouais. t'es déboussolé. J'ai vu des gars pleurer, tomber, comme. Ils venaient à mon bureau. Michel, faut que je te parle, t'as connu sur mon bureau, pleurer pendant 1 heure, 1 heure et demie de temps, là, me frapper. Puis, mais arrête, sa femme l'a laissé. Ouais. C'est fou. Parce que ces gars, c'est pas des gars. Tu vas rarement voir des gars qui ont des diversités comme tout le travail dedans, puis qui jouent au golf 3 fois par semaine, qui font de la boxe, qui font du taekwondo, ils jouent au hockey, ils ont d'autres choses. Ouais, exactement. C'est pas eux autres qui se suicident, c'est les types qui sont enfermés à eux autres mêmes. Ouais. Ouais, exactement. Toujours un matin qui s'occupe de sa femme, puis de donné, quand elle laisse, lui, il pense que sa vie est finie. Et avant de se suicider, ils deviennent beaux, ils deviennent bien. 3/4 du monde, ils parlaient comme ça n'a pas de bon sens, la chien, puis ils capotent. Puis ils font la transparence. Ils nous comptent des affaires que lui fait, qu'il dit que c'est sa femme qui fait. Et il passe son temps à m'appeler, à m'écœurer, à me tomber dessus. Dans le fond, c'est Quand l'inverse. ils prennent leur décision de comment ils vont faire ça, j'ai un gars, par exemple, qui nous a dit non, là, c'est fait, là. Au mois de septembre, c'est sa fête. J'ai fait un cadeau. Après ça, j'ai dit, fini, je vais plus rien savoir. Fait que là, j'ai fait son cadeau avec les enfants au mois de septembre, c'est fini. Puis il est devenu comme. Il était bien, sa décision était prise. Ouais. Puis son problème était résolu. Au mois de septembre, il a fait sa fête, il s'est suicidé. Au cadeau. Comme si quand il trouve une Un mois et solution, demi là, d'avance, ça- on a tout planifié. Fait qu'il est devenu, OK, c'est pas bien, là, il est devenu venir jouer au hockey avec nous autres, puis il était correct, là. Parce qu'il avait pris une décision, puis son problème était résolu. Ah, c'est difficile. Il faut que t'en parles, c'est pour ça que c'est Ouais. grave. Faut que t'en parles. C'est grave le suicide, c'est grave en tabarouette. Ouais, le non, suicide. faut que t'en parles. Puis comme on dit, c'est pas facile. Si en étant un homme, la masculinité, tu sais, on n'est pas porté à se dire, ah non, ça, aujourd'hui, ça va pas, esti, genre, ma femme a aussi, ici, mais comme, esti, il faut le faire. Puis... On a un psychologue, quelque chose. Ah ouais, mais non, Vous pas parlez ça. que t'as le mal de vivre, ben, c'est grave. Ouais. La vie d'un combattant à l'international, parce que tu as représenté le Canada dans plusieurs pays, dans plusieurs compétitions. J'ai représenté le Canada dans plus d'une vingtaine de pays. Vingtaine de pays. C'est incroyable, là. Vingtaine de pays. J'ai 9 médailles d'or dans les tournois internationaux. Puis dans ces 9 médailles d'or-là, j'ai 2 fois l'US Open. J'ai gagné 2 fois l'US Open, comme ceinture noire. Puis je l'ai gagné une fois en ceinture verte, là, que j'ai pas Ouais, la fois que- mais ça, c'est quand j'étais un petit kid. Ouais. Mais les gros tournois, puis le US Open, on peut dire que c'est un des 2 tournois les plus importants après les Olympiques. Je comprends. Fait que c'est gros, le US Open. Puis c'est immense, dans le fond. Puis la première fois que tu as gagné ça, encore une fois, là, en mode sur le pouce. Non, la pas première ça. fois, c'est à 15 ans Ben, sur c'est le ça, pouce. c'est ça que je dis, mais c'est Ouais. la première fois, ça, c'est Mais après ça, c'était avec l'équipe nationale. Ouais, là. ça, c'est un autre- J'ai un gagné autre niveau. individuel, puis j'ai gagné un coup individuel, puis un coup en équipe. Je comprends. Fait que dans le fond, quand tu voyageais dans les 20 pays, tout ça, tu as fait de l'individuel et de l'équipe aussi, ou c'était en individuel seulement? les Habituellement, autres? c'est l'individuel. En L'individuel, équipe, c'est les médailles d'or j'ai que t'as fait eu, dans le fond, 2-3 tournois ce qu'on faisait en équipe. Parce que comprends. t'as 5 gars qui représentent le Canada, 5 gars qui représentent d'autres pays. Ok. Puis là, il n'y a pas de question de poids. Tout le monde se bat, tu lèves ta main, tu switches. OK, Puis c'est de l'accumulation de points. je comprends. OK. Ah, OK, ça, c'est un autre Ouais. format, là, dans le fond. Là. Ça, Fait que c'est- les 9 médailles d'or, c'est vraiment en solo. Ouais, puis j'ai une médaille d'or solo. Mais l'autre aussi, il y a aussi comme le US Open se fait différemment. Le US Open, c'est 5 divisions, puis on se bat 1 contre 1. Puis Cumulatif de points, j'imagine. non, si tu gagnes ton combat, tu vois, le pays gagne 4 combats, 3 combats sur 5, gagne Ok. le tournoi, OK, je comprends. la compétition. Mais comprends. tu peux en avoir 6-7 combats comme ça dans la journée, par exemple. Wow. Fait que, tu sais, même avant, à la fois, avant de commencer tantôt, tu me parlais des histoires qui étaient au Liban, en mode genre.
T'as vécu tellement d'histoires, ça c'est un autre podcast, ça doit être un podcast d'une journée et demie, là, mais comme si on peut en sortir 2-3 quand même. Au Liban, j'ai été invité au Liban par un gars qui s'appelle Nabil Abouzara. Nabil Abouzara, c'est un gars de taekwondo d'ici, mais c'est un gars qui est fort en politique, ce côté politique au Liban. Et puis, vu que le pays est en guerre à partir de la guerre civile, depuis 1974, il est impossible d'aller dans un pays où il y a une guerre civile. Tu ne peux pas avoir de visa pour aller dans un pays où il y a une guerre civile. Mais Nabil, en 1979, voulait organiser un tournoi pour faire des événements sportifs. Le premier événement sportif depuis 1974 au Liban. Et puis, il m'a demandé si je voulais descendre au Liban. J'ai dit oui. On a eu un visa permanent dans mon passeport de 6 mois par l'ambassade du Liban qui m'acceptait de voyager dans son pays. Incroyable. C'est de même que je suis allé au Liban. Rendu là-bas, c'était moins drôle qu'on pensait parce que c'était dur de faire des compétitions. Il y a une guerre civile. Tout le monde est armé, tout le monde se bat, tout le monde se tue. Personne ne respecte personne. Tu as des petites sections des chrétiens, des sections c'est des musulmans. Et puis, c'est le massacre. C'est un massacre total. C'est incroyable. Donc, tu es appelé à vivre non seulement des belles expériences, mais aussi des moins belles, puis de pouvoir vraiment voir vraiment c'est quoi le monde, puis comme comprendre les réalités vraiment des autres gens, en fait, là, de par la boxe et le taekwondo. Là, on parle du Liban. Le Liban, c'est de l'extrême. Là. C'est l'extrême où ce que tu vois des cadavres partout, où ce que la veille, tu entends tirer, le lendemain, tu vas là, puis tu vois des dizaines et des dizaines de cadavres. Et puis, c'est à l'extrême. Le Hezbollah met là-dedans avec les Palestines qui massacrent les chrétiens juste parce qu'ils sont chrétiens. Comme par exemple, j'ai été pris dans une ville qui s'appelle Zakhlé. Puis c'est le Hezbollah qui est en train d'encercler la ville parce qu'il voulait avoir la libération de 800 prisonniers politiques de l'Israël, la libération de 800 prisonniers politiques d'Israël. Et puis, le monde a crié au secours aux États-Unis, ont crié au secours en France, au Canada, à l'Angleterre. Ils ont tous fait la sourde d'oreille. Mais Israël est venu en aide. Puis on est entré dans le sud du Liban. Puis on a repoussé le Hezbollah. Mais le Hezbollah, en remontant, ils ont été dans une ville qui s'appelle Damour. Puis ils ont fait le massacre de Damour. Ils ont tué plus de 700 personnes dans la même journée. C'est pour ça, quand vous me parlez de l'islam puis l'islamisme, puis c'est pas pareil, là, c'est la même affaire. C'est la même affaire. Terrible, terrible. Puis est-ce que tu peux nous parler peut-être des expériences un peu plus... Dire que l'islam, là, c'est pas comme l'islamisme, c'est comme dire que le nazisme, c'est pas comme le nazisme. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est un peu la même chose, là, c'est ça. Non, mais c'est fou pareil, hein. Si tu me disais que la dame t'es arrivée, je sais pas, je me souviens plus, Maria, la petite Maria, là. Quand je suis arrivé à l'aéroport, il y a eu une conférence de presse, c'était bien, puis j'ai été bien reçu, j'ai été reçu comme un roi. Après ça, j'ai été escorté par des milices chrétiennes qui m'ont escorté. On a fait différentes places, puis le soir, j'ai été couché chez une madame qui s'appelle Maria. Ils me l'ont présenté comme Maria, puis Nabil m'a dit tu vas te coucher ici, puis demain, je vais venir te chercher. Un dans l'autre, la femme où je me couche, je suis fatigué, ils m'ont me coucher, fait qu'elle me montre ma chambre, je rentre dans ma chambre, puis là, elle crie « Oh, monsieur le beauté, le revolver est entre les matelas, là. » Ah, le revolver, le matelas. Quand le matelas est 9 mm, un brownie. Puis là, je joue avec, comme... je tombe endormi, finalement. Le lendemain matin, elle dit « Nabil va venir vers 10h, il était à 8h. » J'ai dit « M'allez prendre une marche. » J'aime ça, elle dit « Mais non, monsieur le beauté, amenez votre revolver, là, voyons. » Je prends le gun, elle me met après moi, prends ma ceinture, je sors dehors, puis là, je me pense à fort, je suis armé. Tu sais, quand t'es armé, là, un 9 mm. Il dit ça bien. Il est plus pesant aujourd'hui. Ah oui, il est poids lourd, J'étais un poids lourd, là. Je sors dehors, voyons, non, les petits qui ont 13-14 ans, sont assis à la galerie, ils ont tous des AK-47. Ils jouent au soccer, en avant, il y a 20 AK-47 dans côté sac de sûr. Moi, ils m'ont tiré de poids, là. Il fait un slingshot comme non, ça. C'est des petits jeunes, 12, 13, 14 ans, là. Il y a un petit gars que j'ai connu qui s'appelait Samir, il avait 14 ans. Puis quand je lui demandais, parce que c'est lui qui s'occupait de moi quand j'ai été à Rachaya El-Wadi, un petit village dans le sud du Liban, où est-ce que je m'étais inscrit à la milice chrétienne. Et puis j'ai demandé, combien de gars t'as tué, Samir? Ah, je sais pas, 12, 14, 15 peut-être, je sais pas. Tu sais, puis c'est normal, c'est pas...
C'est vrai, c'est ça. C'est une autre, Ils sont nés dans la guerre. une autre réalité. Ils sont nés dans la guerre. Là, il tue parce qu'il pense que le gars veut faire mal à son frère ou à sa soeur ou quelque chose, ou le gars veut venir dans le village, il peut pas faire le village, puis il est armé, tu sais, C'est quelque chose pareil. Ouais. Une autre Non, c'est réalité, fou, là. c'est fou. On est là, C'est on fou. chill. Le soir à 8 h, 2 fois par semaine, le village va prendre une marche, tout ensemble. Puis là, mais c'est là que je m'étais inscrit dans la milice chrétienne. Là, la milice, on part, puis on va désigner comment est-ce qu'ils font leur marche. Puis là, on place des gars à certaines extrémités pour protéger, pour être sûr. Puis là, il y a du monde qui se mélange aux civils, puis ils vont prendre la marche. Puis là, t'entends, c'est il y a du monde qui essaie de rentrer par la nord, là, il renvoie. Puis c'est fourette. C'est fourette. Une autre réalité, là. Complètement. J'imagine que tu as été appelé aussi à aller à des endroits que tu n'avais peut-être pas besoin d'avoir le revolver sous l'oreiller, puis c'était peut-être un peu plus joyeux aussi, j'imagine. Ben, j'ai eu bien des places, là. c'est Bien ça. des places, parce que c'était le fun, là. C'était le fun en Espagne. En Espagne, j'étais là 2 fois, mais la deuxième fois, c'était à Barcelone en 85, lors du championnat du monde. Et puis, moi, j'étais entraîneur de l'équipe canadienne, puis on C'est fait ça, parce que tu une étais erreur. entraîneur et... Parce que t'entraînais, c'est ce que tu disais, t'entraînais et tu te battais aussi. Non, à Là, Barcelone, c'était j'étais juste entraîneur. OK, c'est bon. En 85. Je comprends. Et puis, j'étais juste entraîneur. Puis là, ils ont fait un ils m'ont mis comme ambassadeur. Mais eux autres pensaient que j'étais un ambassadeur du Canada. Fait qu'ils m'appelaient Monsieur Ambassadeur, ils m'ont fourni une limousine. C'est malade, ça. Ils m'ont fourni une limousine, puis on allait partout. Des bouteilles de champagne, des plats de fruits, des filles à pleine capacité, ça n'a pas de bon sens. Là, mon père, j'avais mon père avec moi, et mon père était avec nous autres. Mon père dit, on va se faire pogner, là, puis on va se faire pogner à quoi? Tu sais, on fait des mal, c'est eux autres qui nous donnent tout. Mais une place qui est spéciale aussi que j'ai été, je me suis battu dans la ville de Paramaribo. Ça, c'est à Suriname. En écoute, Suriname, c'est la Guyane hollandaise. T'as la Guyane française, la Guyane hollandaise, la Guyane britannique. Et puis ça, c'était la Guyane hollandaise. Quand on est arrivé là, en 1984, aux Jeux panaméricains, il y a eu un coup d'État, puis c'est l'armée qui a pris le contrôle de la chose. Mais on était bien reçus, on était bien traités. On avait des soldats qui s'occupaient de chaque équipe canadienne, de Canadiens et les autres. Là. Il y avait le Venezuela, le Pérou, le Colombien. On était à 30 équipes, 31 équipes. Puis moi, j'ai acheté mon soldat. J'ai acheté mon soldat. Il avait sa sécurité privée. Et puis, c'est ça, j'ai fait des affaires avec lui. On est allé chercher des filles de joie. Vu que c'était cher, il chargeait 15$ la fille. Ah, c'est cher. On l'a pris 10. Vu que c'était cher, sinon il J'en parle dans mon livre. Le livre, il marque ça d'une drôle de manière, parce que dans mon livre, Une vie, un clan, Jacques Petit dit c'est pas normal qu'un père et son fils aillent dans un bordel. Ben, c'est pas mal que ça s'est passé. là. J'ai pris 10 filles, tout fait bien lavé, tout bien bien. J'ai loué un penthouse, puis j'ai donné 1 heure à mon père. Tiens, papa, voilà, merci beaucoup. Puis là, mon père, qu'est-ce qu'il me disait en entrant? Est-ce que c'est ça? Papa, je vous laisse là, 1 heure. Pas plus, là, je m'en viens ici dans 1 heure, vous sortez. Il dit, tabarnak, qu'on passe à ta mère. Ben non, ben... Wow! Ah, c'est drôle. Puis j'imagine, tu sais, une si longue carrière dans le combat, ça a engendré, j'imagine, plusieurs blessures aussi, là, tu sais, genre, ça doit être dur sur le corps. Comme vous autres, là, c'est avec... on parle du pot, qui est le chanvre. J'aurais aimé connaître ce genre de médicament à cette époque-là, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent, là, comme t'es de l'anxiété, tu changes de place, t'as la différence horaire. Ouais. Tu pars d'ici, tu arrives d'un pays, tu pars à midi, tu arrives là à midi, ça fait 12 heures que tu voyages. Ouais. Puis il y a la différence horaire, il y a les changements de climat, Ouais. puis de D'altitude, pression j'imagine, à cause ouais, des ouais. altitudes. Puis j'aurais aimé ça savoir qu'est-ce qui est bon dans les produits du chanvre pour ces cas-là. Je comprends. Tu savais qu'en 1955, le cannabis était légal. Puis en 1955, ils ont passé une loi au Sénat. Pendant que le Saint-Ével, ils ont passé une loi pour enlever le cannabis sur le marché. Parce qu'avant, c'était légal, puis ils servaient de ça Puis pour la médecine j'en et tout. doute pas, parce que Ouais. ça, c'est seulement les big pharma. Ouais. Parce qu'imagine le mal que ça ferait à eux autres. Exactement. Si on saurait toute la vérité. Parce que le chanvre, c'est
ça fait des millénaires que c'est une plante médicinale. Exactement. Exactement. Ouais. Puis j'aurais aimé ça connaître parce que beaucoup de mes amis, beaucoup de monde que je connais, dont mon oncle a 90 ans, puis il est en shape, là, il va passer 5 mois au Mexique tout seul toutes les années. Puis il prend des cookies, des biscuits Ouais. Au THC. au THC. Ouais. Puis il dit, Michel, tu peux même pas t'imaginer comment ça fait du bien. Puis quand il m'a dit ça, j'en connais là, une 7-8 de mes amis qui sont de mon âge, un petit peu de moi, puis qui prennent ça. Puis ils me disent tout, là, le bienfait du médicament. Là. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est qu'à cette heure, on a accès à tellement de produits qu'à cette heure, ils sont capables d'isoler le CBD, le THC. Puis même aujourd'hui, on est rendu avec le CBG, qui est rendu encore mieux que le CBD puis le THC, dans le fond. Parce que le CBG, c'est tous les bienfaits du THC et du CBD, mais sans aucun effet. Fait que tu prends ça, c'est comme une Tylenol. Mais tu as tous les bienfaits d'un THC puis d'un CBD. Puis quand le monde dit « Ah, ben moi, j'aime ça, prendre de quoi, puis ça me relaxe », mais tu prends du CBD, qui est un relaxant musculaire, puis ça enlève l'anxiété. Puis, écoute, ça enlève l'anxiété, ça enlève le stress, ça enlève écoute, les douleurs, ça enlève pratiquement tout. J'ai du monde que je connais qui prennent de ça. Je ne peux pas dire quoi exactement, mais parce qu'ils ont des mal dans les joints, arthrètes, les ouais, c'est ça, épaules, les arthrètes, les c'est très genoux, bon. les Exactement. coudes. Puis, Christy, ils prennent ça puis ils me disent qu'ils sont corrects. Ouais. Ouais, mais ça, ça vient d'une crème qu'on prend justement ici, là. C'est un 1000 mg, ça, tu mets ça sur des blessures ou, mettons, les arthrètes et tout, puis ça enlève totalement les... Ça, tu te frottes comme C'est un comme, organe. comme Comme l'antiflogistine Exactement. ou les choses comme ça un peu. Exactement, c'est mais la avec- même chose. Ouais. Puis ça enlève totalement les douleurs et tout. Là. Puis c'est rapide. Là. Tu mets ça, puis je te dirais, mettons, 15-20 minutes, tu enlèves pratiquement tout. Tu prends ça aux 12 heures, c'est excellent. C'est Ouais. un très bon produit. On a, Dans le fond, ça vient un peu ouais. genre numb de pain au niveau de ton cerveau, genre les connexions chimiques et tout, ça vient juste numb un peu le pain, fait que ça fait que genre you feel less pain, straight up. You less anxiety aussi parce que tu parles avec l'anxiété. Je peux même pas, moi je joue au hockey back then, là, genre la préparation pour un combat, je peux même pas imaginer quand tu sais que c'est un mois d'avance que tu vas te battre avec quelqu'un, genre c'est une anxiété à chaque jour, genre que tu viens avec. Tu C'est te sûr que prépares, genre, tu t'entraînes, tu te tu sais, prépares. tu sais que c'est lui. nervosité, là, Non, non, tout, là. c'est fou, là. C'est un autre niveau. Puis, genre, c'est sûr que ça affecte ton sommeil, ça affecte ta réparation physique quand tu t'entraînes. En plus, avec un. Fait que c'est sûr que, genre, moi, en fait, je suis un gros advocate for it, you know, for THC. Moi, personnellement, même quand je jouais, quand je faisais des opérations, toutes les Percocet qu'on me donnait, toute la morphine, tout, je prenais pas de ça. Je fumais un petit joint. Je prenais des gouttes aussi de CBD back then, puis ça m'aidait beaucoup mieux, genre. Puis j'avais pas d'effet genre secondaire que Puis t'hallucines pas là-dessus, là. Non, non, c'est pas comme. Il y a pas de psychédélique, il y a pas Non, de. moi, ils m'ont donné Exactement. des opiacés quand ils m'ont fait opérer pour la cœur. Je Non, non, voyais c'est des ça. diables rentrer dans la Exactement, chambre en c'est ça, volant. exactement. Non, Pour c'est vrai, ça. puis là, j'ai dit ça au docteur, aux infirmiers, ils trouvaient ça drôle. C'est Ouais. drôle là-dedans, c'est Ouais. pris. Non, c'est ça. Parce qu'il y avait trop des fortes doses d'opiacés. Mais dis-toi que le CBD, dans le fond, ils en font même pour les animaux. Ouais. Pour un chien qui est anxieux et tout, ils en font. Fait que s'ils donnent ça aux animaux, dis-toi que. Tu comprends? Fait que s'ils donnent ça aux animaux, c'est au bon pour les êtres humains. Tu comprends? Fait que c'est un qui va pas sans l'autre. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est devenu. Qu'ils ont exploité ça, puis c'est rendu légal aujourd'hui. Ils se sont rendus compte que ça remplace beaucoup de médicaments, un paquet de choses. Comme il y a un gars même, Exactement. Wizard, lui qui est ici, Ouais. alors non, lui en fait, lui-même il avait un problème de genou, j'ai oublié exactement qu'est-ce qui s'est passé, mais il y a eu une erreur médicale, puis il a été en fait diagnostiqué qu'il pouvait plus jamais marcher de sa vie en fait. Donc lui c'était fini, son genou était terminé puis tout, puis il voulait pas prendre la morphine puis tous les médicaments qu'on lui prescrivait, donc lui-même il a trouvé en fait comment extraire le THC de la plante. C'est lui qui l'a trouvé? Ouais, lui-même, chez lui, dans son garage, là, en faisant avec des presses, j'ai oublié c'est quoi le nom, là, mais la presse là, au garage là, pour presser les choses, les boulons, toutes ces affaires-là. Lui-même, il a inventé son truc. Et puis finalement, il en est venu à faire sa propre compagnie qui est genre. Puis présentement, c'est une puis des meilleures maintenant, c'est compagnies au testé Canada. par Au 60 Québec, études ouais. Au Canada, au scientifiques, Québec. puis tout dans le fond médical. Fait que c'est vraiment prouvé, en fait. Puis lui, il a fait ça lui-même. Donc c'est vraiment prouvé que genre. Oh! Un petit peu. Veux-tu de l'eau? Ça va? Michel, il a pris trop de THC avant de venir. C'est vrai. Finalement dire que le livre Une vie, un clan, c'est un livre extraordinaire qui explique ma vie, qui explique aussi la vie, la vie de plusieurs boxeurs, dont Mario Cusson. Parce que Mario Cusson, je suis obligé de parler de Mario Cusson dans mon livre. Ouais. Mario, je l'ai rencontré il avait 14 ans. Après ça, à 17 ans, j'ai commencé à le prendre sous mon aile. Finalement, il est devenu amoureux de ma sœur. Il a marié ma sœur. Il a eu 2 enfants avec ma sœur. Ils sont séparés, ils ont divorcé, puis il s'est suicidé. Fait que le livre compte tout ça. Il compte comment les périodes noires,
les villes, secteur noir de Montréal, comment est-ce que le monde vivait. On parle du suicide, on parle de meurtre. C'est un bon livre. Ben, Michel Labonté, merci énormément. Moi, j'ai ma copie. Maître Pharma aussi a sa copie. Vraiment, c'est un honneur aujourd'hui pour moi de t'avoir rencontré et d'avoir. C'est un honneur pour moi d'être les autres, les boys. Non, vraiment, merci passé. beaucoup. Très gentil. Très Une vie, apprécié. un clan. Michel Labonté à Maître Pharma, merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci énormément. Bonne journée, guys. Maître Pharma Podcast et TV. Allez chercher votre livre. Une vie, un clan. Michel Labonté, merci beaucoup.